2 ans, le massif du Mont Blanc offrait aux touristes l'une des plus belles excursions du monde entier. De Chamonix, le téléphérique le plus haut d'Europe les conduisait jusqu'à l'aiguille du Midi, à 3800 mètres, et de là leur offrait jusqu'en Italie le survol de la vallée Blanche et du glacier du Géant. Et voici que s'est produit le drame. Un drame stupide. Ce jour-là, qui était exceptionnellement beau, 87 personnes avaient tenté les 30 cabines du téléphérique pour le voyage de 5 km au-dessus du vide. À 25 km à l'heure, chaque télécabine emportait un maximum de 4 voyageurs à la découverte de ce spectacle unique. Et tout à coup, l'imprévu, l'incroyable se produisait. Un avion de chasse surgissait et sectionnait le câble tracteur. 4 des télécabines s'emballaient, c'était la catastrophe. Brutalement décrochées, elles allaient s'écraser 150 mètres plus bas, où leur bruit témoigne tristement aujourd'hui de la mort de leurs 6 occupants. Les autres télécabines restaient suspendues entre ciel et terre. Les secours aussitôt s'organisaient du côté français comme du côté italien. Mais le sauvetage n'était pas facile, et malgré l'intervention des hélicoptères, les voyageurs allaient passer une nuit dramatique dans le froid et la peur, prisonniers du vide à 3500 mètres d'altitude. L'aspirant guide Christian Mollier devait tenter, lui, de se tirer d'air tout seul en utilisant le câble sectionné au long duquel il cessa descendre à la force du poignet. Une descente de 150 mètres, au bout de laquelle il arrivait épuisé, mais sain et sauf. L'angoisse aura duré 20 heures. Le drame a fait 6 victimes. Et l'on se dit que c'est une espèce de miracle qu'il n'y en ait pas eu 87. À la ménagère qui s'interroge sur le prix des légumes, faudra-t-il répondre qu'il y a du chemin à parcourir depuis le lieu de la récolte? Mais ce chemin explique-t-il que le prix ait pu doubler et plus entre le départ et l'arrivée? Oui, sans doute, si l'on imagine que des produits récoltés dans un département du centre passent par exemple par les Halles de Paris. Si l'on imagine que d'un intermédiaire à l'autre, ces produits finissent par reprendre le chemin d'un département voisin de leur lieu d'origine. Or, il faut le dire, un tel circuit n'est pas impossible. Alors, on a vu les producteurs bretons vendre eux-mêmes leurs choux-fleurs dans les rues de Paris. Simplification radicale, certes, du circuit, mais impossible à l'échelon national. C'est donc de l'organisation des marchés qu'il faut attendre une amélioration véritable. D'abord, au stade de la production, c'est l'exemple du marché de Château-Renard, dont les haut-parleurs ouvrent aux acheteurs la production de toute une région avec contrôle constant des cours. C'est encore l'exemple, à Lyon, du nouveau marché-gare. Vastes installations qui, avec leurs 16 hectares, sont sans doute actuellement parmi les plus importantes d'Europe. Quais routiers et quais de chemin de fer, bureaux de poste, bureaux de police et de douane. 4h30, c'est l'heure du grand rush. Contacts multiples, producteurs de la région, acheteurs, commissionnaires, détaillants, producteurs, expéditeurs. Toutes les opérations commerciales ont l'avantage ici de bénéficier à chaque instant de la connaissance des cours donnés par le chef des ventes. Et c'est en définitive par une diminution de prix de revient que se traduit l'effet d'un tel marché. Aubergines, 50 à 65, les carottes de diverses provenances, de 70 à 80. Le marché de Montlhéry va plus loin encore. La vente sur échantillons qui s'y pratique élimine toute manutention. Seuls les échantillons entrent dans la salle où, sous les yeux des acheteurs installés sur les gradins, un cadran propose des enchères décroissantes. Une simple pression sur un bouton arrête la vente au prix admis. C'est une économie de 25% que ferait réaliser la généralisation des grands marchés. 25% dont devraient bénéficier producteurs et consommateurs. Sommes-nous sur le point de voir révéler la vie inconnue des Étrusques? Entre Cerveteri et Tarquinia, l'équipe du professeur Carlo De Lerici, grâce à ses méthodes de détection, se propose de détecter et de visiter des milliers de tombes jusqu'ici ignorées. Le professeur De Lerici a tout simplement imaginé d'utiliser, pour la recherche archéologique, le matériel de forage utilisé pour les recherches minières. Une perforeuse permet d'arriver au vide d'une chambre funèbre, un périscope prend sa place et, manipulé depuis la surface,
permettent une investigation visuelle suffisante pour juger de l'intérêt historique et artistique du tombeau. Grâce à cette méthode, pendant les 5 dernières années, le professeur De Lerici a inventorié 2500 tombes à chambre mortuaire, découvert 20 tombes à peinture et réuni plus de 6000 pièces artistiques. Ainsi, en appliquant à l'archéologie les moyens géophysiques réservés jusqu'ici à la prospection industrielle, le savant italien aura-t-il rendu un immense service à la recherche archéologique. Grâce à ces moyens, les fouilleurs peuvent choisir à bon escient la tombe riche d'enseignements qui les paiera de leur peine, au lieu de perdre beaucoup de temps en tâtonnements et en efforts inutiles. Muette depuis 2500 ans, la civilisation étrusque va-t-elle enfin parler ? Belgrade, capitale des pays non engagés, selon la formule consacrée. Le maréchal Tito a reçu Sokarno, président de la République indonésienne, Modibo Keïta, président du Mali, Hassan II, roi du Maroc, en tout 24 délégations réunies pour affirmer la position du troisième bloc. Étaient présents le colonel Nasser, l'un des leaders de cette conférence au sommet, l'évêque Makarios, directeur de conscience de la République de Chypre, et le président Bourguiba, dont c'était l'apparition dans ce tiers-monde. Si la conférence n'a pas condamné, comme on s'y attendait, la surprise nucléaire venue de Moscou, il n'en est pas moins vrai que le geste de l'URSS a suscité dans son ensemble les regrets de la conférence des neutralistes. Pour un Français, aller en URSS est aujourd'hui très facile. L'URSS est en effet à sa porte, à la porte de Versailles. Sous la forme d'une exposition qu'ont inauguré un ministre soviétique, M. Patoliatchev, et un ministre français, M. Jeannet. Si l'image que veut donner d'elle-même l'URSS comporte un certain décor de la vie, aujourd'hui très général, elle se singularise en montant en épingle ses réalisations cosmiques. Les capsules de Gagarine et de Titov et les Spoutniks de toutes sortes y tiennent bien entendu la place d'honneur. Mais à côté de cette démonstration de puissance, l'exposition soviétique de Paris a voulu aussi faire impression par d'autres moyens. Et l'offensive du charme a été menée tambour battant par la mode moscovite. On ne s'improvise pas pirate, même au cinéma. Encore faut-il savoir un tant soit peu manier l'épée ou le sabre et évoluer avec le maximum d'aisance au milieu des plus rudes corps à corps. C'est la raison qui a amené les vedettes d'une superproduction de la meilleure tradition à se frotter aux cascadeurs italiens, eux qui n'ignorent rien des secrets du métier. Il reste que se laisser tomber de 20 mètres, même quand le point de chute a été consciencieusement rembourré, n'est pas à proprement parler un exercice de tourpeau. Dans sa conférence de presse tenue devant 800 journalistes du monde entier, le général de Gaulle a abordé les problèmes de l'Algérie, du Sahara, de Bizerte, de l'agriculture, mais il a avant tout marqué la position française sur Berlin après les menaces des soviets. Si ceux-ci veulent par la force réduire les positions et couper les communications des Alliés à Berlin, les Alliés doivent par la force maintenir leur position et maintenir leur communication. Assurément, de fil en aiguille, comme on dit, et si tout cela fait multiplier les actes hostiles des soviets, actes auxquels il faudrait répondre, on pourrait en venir à la guerre générale. Mais alors, c'est que les soviets l'auraient délibérément voulu. Et dans ce cas, tout recul préalable de l'Occident n'aurait servi qu'à l'affaiblir et à le diviser, et sans empêcher l'échéance à un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux. Tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur
de le pousser à redoubler sa pression et finalement facilite et hâte son assaut. Au total, actuellement, les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droite et ferme. Après l'attentat commis contre la personne du général de Gaulle, et dont la nouvelle avait stupéfié la France et le monde entier, M. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, commentait l'événement devant la presse et en donnait un premier récit détaillé. Il se confirmait que c'était sur la route de Colombey, entre Nogent et Romilly, qu'avait été placée une énorme charge d'explosifs. Un tas de sable avait servi à dissimuler une machine infernale, dont une déficience technique a fort heureusement empêché le plein fonctionnement et dont on retrouvait encore des éléments le lendemain. La déflagration avait été perçue aux alentours. Un double fil de 350 mètres enfoui dans la terre aboutissait à un bosquet où avait été opérée la mise à feu. De ce bosquet, le guetteur, on sait qu'il a été arrêté, pouvait embrasser toute la portion de route de part et d'autre de l'engin et donner le signal au moment opportun. Le dimanche, à Colombey, le général de Gaulle n'avait voulu changer en rien ses habitudes. Et l'homme qui avait dit après l'attentat « c'est une plaisanterie de mauvais goût », se rendait comme à l'accoutumée à l'église du village, au milieu de l'émotion qu'on imagine. On imagine aussi l'écho qu'a rencontré le geste criminel en France, car la France se souvenait. Elle se souvenait des tristes heures de l'Exode. Elle se souvenait de la voix qui s'était élevée pour ranimer l'espoir. Et sans doute ce sont ces souvenirs qui appartiennent à l'histoire et qui appartiennent aussi à la légende, qui donnent un poids plus lourd encore à la réprobation que suscite l'attentat d'aujourd'hui. Car la France sait ce que représente l'homme qui avait relevé les armes de la nation et qui devait tenir ensuite une place si importante dans son destin. Au Brésil, cette semaine aura été celle de l'apaisement. 12 jours après la démission sensationnelle du président Quadros, 12 jours qui ont vu le Brésil au bord de la guerre civile, le vice-président, M. João Goulart, a pu finalement rentrer à Brasilia. Retour dont l'aspect triomphal est à la mesure de l'inquiétude ressentie. Pour accéder au poste suprême que lui réservait la Constitution, M. Goulart a dû accepter la décision du Congrès d'abandonner le régime présidentiel et de faire du Brésil la première république parlementaire du Nouveau Monde. Il s'agit d'un compromis sans doute, mais le Brésil respire. L'affaire de Bizerte entre-t-elle dans la voie du règlement? C'est dans l'écho des paroles prononcées par le président Bourguiba, dont le ton nouveau a détendu les relations franco-tunisiennes, que s'est déroulé à Menzel Djemil, dans le no man's land entre les deux barrages, l'échange des prisonniers sous l'égide de la Croix-Rouge. 740 soldats et civils tunisiens ont été remis par les troupes françaises. De leur côté, les Tunisiens rendaient la liberté à 220 Français, 184 civils et 36 militaires. Pour la Grande-Bretagne, cette semaine aura été celle des regards levés vers le ciel. À Farnborough, où se tient chaque année le salon de l'aviation britannique, l'exposition statique ne manquait certes pas d'intérêt. On y a vu notamment le Blue Streak, qui sera le premier étage de la première fusée européenne de recherche spatiale. Mais ce sont les présentations en vol qui ont, comme d'habitude, retenu l'attention mondiale en général et soviétique en particulier. Du reste, les hélicoptères à usage militaire n'avaient plus rien à apprendre à personne. Non plus que le Short SC-1, à décollage vertical, qui n'en est pas à son coup d'essai, mais demeure en raison de son étrangeté une attraction inépuisée. Il reste que la participation des parachutistes britanniques a apporté à la grande parade de Farnborough des moments de solide émotion, tels ces sauts groupés de 60 secondes de chute libre.
Il reste aussi qu'on a vu pour la première fois en vol le Handley Page 115, la flèche volante, prototype des longs courriers supersoniques de demain. Il reste enfin qu'avec les patrouilles acrobatiques de la Royal Air Force, les ailes britanniques ont donné une image saisissante de l'aviation d'aujourd'hui. À Bruxelles, nous avons surpris ce cuisinier affairé autour de ses fourneaux. Mais le dernier plat rangé, pourquoi échange-t-il sa toque contre un chapeau de cow-boy? Nous avons surpris aussi ce directeur de société qui ferme ses dossiers à la fin d'une journée épuisante. Pourquoi chose-t-il soudain des bottes? Les plus dignes personnages de Bruxelles seraient-ils saisis par la manie du travesti? Voici l'explication. À Tremelot, à 35 km de Bruxelles, c'est Texas City. Un Far West de fantaisie où un club peu banal offre à ses quelques 80 membres un ersatz de la vie des cow-boys. On n'a, paraît-il, rien trouvé de mieux pour effacer les effets déprimants de notre vie moderne. Des magistrats, des hommes d'affaires, des restaurateurs, des ouvriers viennent y abandonner leur personnalité pour retrouver leur rêve d'enfant. Ils ne s'appellent plus que James ou que Bill. Rien ne manque à Texas City. Ni les chevaux, ni les fusils, ni le classique saloon. Hey, you Texan! Le notaire tire, le cuisinier riposte, l'avocat s'écroule, et le président directeur général en profite pour emporter la caisse. Et tous ces joyeux personnages ressuscitent pour danser le quadrille des pionniers. Qu'on se garde de jeter un jugement trop hâtif, c'est peut-être pour les surmener la solution de l'avenir. Aux Jeux équestres de Rotterdam, en Hollande, les garçons de piste ont eu beaucoup de travail, cavaliers et chevaux s'en sont donnés à cœur joie, le concours d'obstacles s'est rapidement transformé en petit jeu de massacre. De temps à autre, pour ne pas faire comme tout le monde, certains concurrents franchissent le mur sans bavure, presque par inadvertance. On augmente la difficulté, le mur est à 2,10 m, c'est encore un peu plus de travail en perspective pour les garçons de piste. Voilà qui est fait. Ce cavalier en revanche a l'air de vouloir rompre la monotonie, le saut est impeccable, chapeau monsieur. Sofia, à l'heure des universiades, les universiades ce sont en quelque sorte les Jeux olympiques réservés aux étudiants de tous les pays du monde. La gymnastique constitue l'une des épreuves les plus spectaculaires qui soient. Le japonais Mitsukuri réalise un exploit dans les exercices au sol, imité par cette jeune fille soviétique. Les gymnastes soviétiques se taillent d'ailleurs la part du lion dans chaque spécialité, Titov au cheval d'arçon, de quoi vous donner le tournis. Titov encore, aux anneaux cette fois. Pour n'être pas en reste, le japonais Mitsukuri revient lui aussi une seconde fois. Il est aussi brillant à la barre fixe que dans les exercices au sol. Les doubles barres, c'est le royaume des gymnastes féminines et particulièrement des soviétiques. N'ont
N'ont-elles pas autant de charme, ces jeunes filles, que les reines de beauté des plages à la mode? Élisabethville est passée du calme à la fièvre, puis de la fièvre au drame. L'arrivée des casques bleus de M. Hammarskjöld n'avait sans doute pas été accueillie avec beaucoup de ferveur, mais leur utilisation brutale, envie de faire céder M. Tshumbe et de faire rentrer le Katanga dans le sein d'un Congo unifié a fait lever la tempête. On se bat à Élisabethville. Les casques bleus sont en difficulté dans le reste du pays. Et l'on pense dans le monde que M. H a outrepassé son mandat et déconsidéré la fonction de l'ONU. Mais M. H n'aura pas survécu à la crise katangaise qu'il avait soulevée. Le secrétaire général de l'ONU, que son prédécesseur, M. Trygve avait accueilli à New York en 1953, est mort dans un accident d'avion alors qu'il allait converser avec M. Tshumbe, déjà rencontré l'an dernier, des moyens de faire cesser les combats et d'arrêter les progrès de la tragédie. Ce faisant, M. H, qui avait mis l'ONU dans un mauvais cas, tentait sans doute d'en circonscrire les effets néfastes. Le tragique accident dont il vient d'être victime va-t-il hâter le dénouement de l'affaire ? Ce qui est certain, c'est que la disparition du secrétaire général de l'ONU va apporter d'autres perturbations à l'ONU précisément. Négociations sur Berlin, mais dans quelles conditions ? C'est ce qu'ont examiné les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, France, Grande-Bretagne et Allemagne. Comme l'a dit M. Couve de Murville, la question n'est pas de savoir s'il faut négocier, mais s'il est possible de négocier avec la Russie. Konrad Adenauer ou Willy Brandt. C'est entre ces deux hommes que la partie se jouait. La partie, c'est-à-dire les élections de l'Allemagne fédérale qui désignaient les 497 députés du futur Bundestag. Konrad Adenauer, 85 ans, chancelier depuis 12 ans et leader de la démocratie chrétienne, l'a emporté une fois encore. Mais son gouvernement ne possède plus la majorité absolue. Il devra composer avec les libéraux. Quelques jours après, à Cap Canaveral, les Américains réussissaient le lancement d'une fusée Atlas porteuse d'une capsule Mercure d'un poids de 2 tonnes, contenant un astronaute robot désigné sous le nom de simulateur d'équipage et qui respire, transpire et exprime ses sensations. La récupération s'est opérée dans les meilleures conditions. Doit-on croire maintenant que le vol du Gagarine américain n'est pas loin ? Les canaux en France vont-ils faire une cure de rajeunissement ? On les avait un peu oubliés, c'est vrai, mais voici qu'on a fait une remarque et une comparaison. La remarque. Marseille est la porte naturelle sur l'Afrique et l'Orient de l'Europe industrielle. Or, l'acheminement des marchandises du nord vers le sud, ou du sud vers le nord, s'expose ici à des manutentions complexes d'abord, à l'usage obligé du rail ensuite, tous deux coûteux pour les matériaux pondéreux. La comparaison. Rotterdam, à l'autre bout de l'Europe, transite un tonnage de très loin supérieur. Mieux encore, il y flotte plus de pavillons méditerranéens qu'à Marseille. C'est dire que le trafic préfère la route la plus longue, via Gibraltar. Un regard sur l'activité du port de Rotterdam donne la clé de ce mystère. Ici, les matériaux passent directement du navire qui les apporte dans les péniches accostées bord à bord. Car il existe là un réseau de navigation très complet vers cette Europe industrielle qui s'appelle la Ruhr, l'Allemagne, la Belgique, voire la Lorraine. Et ce réseau admet les plus lourdes péniches qui allient la puissance à l'économie. Les nécessaires écluses apparaissent aujourd'hui dans ce système comme de véritables ascenseurs géants, rapides, efficaces. En regard, la France n'offre que quelques tronçons à grand débit et pour le reste, un réseau de canaux à l'allure filiforme. Des écluses qui ne joignent pas l'efficacité au pittoresque de leur mécanisme folklorique. Bien heureux quand ces écluses ne s'alignent pas à perte de vue tous les 50 mètres. Des canaux en définitive qui datent du siècle dernier, étranglés parfois, voués à petite vitesse, toujours sous peine d'endommager les rives. Un décor bucolique sans doute, mais aussi parfois l'oubli. Des ports ainsi se sont rouillés. Des usines sont mortes, faute de l'approvisionnement bon marché que leur avaient apporté les matières premières amenées à peu de frais par les canaux. Autant de constatations qui ont fait naître un grand projet, un projet qui s'appuie sur la canalisation du Rhône, l'axe navigable Méditerranée-Mer du Nord par la Moselle et par le Rhin. Des réalisations déjà jalonnent cette grande voie nord-sud. Le grand canal d'Alsace paraît attendre le rajeunissement, c'est-à-dire l'agrandissement du canal du Rhône au Rhin.
Les travaux de la canalisation de la Moselle devraient aboutir en 1963. Et au long du Grand Canal d'Alsace, on peut déjà apercevoir les effets produits sur ces rives par une telle voie navigable, la naissance d'usines nouvelles. Lyon, où les chemins de fer paraissent aujourd'hui saturés, trouverait une nouvelle source d'opulence dans l'ouverture de l'axe nord-sud, capable de donner enfin la vie au moderne port Édouard Herriot, inutile dans son isolement. Quant à Marseille, son avenir en serait évidemment bouleversé, puisque les péniches pourraient venir relayer directement les navires et en feraient enfin, véritablement, la tête de ligne de l'Europe. Bien qu'il ait été baptisé par les météorologistes d'outre-Atlantique d'un nom féminin, à l'image de tous les cyclones et ouragans de ces dernières années, le dernier en date, Carla, puisqu'il faut l'appeler par son nom, ne laissera que de mauvais souvenirs. Son approche avait jeté la terreur en Louisiane et au Texas. C'est par centaines de milles, qu'hommes et bêtes ont fui devant lui. Balayant la côte du golfe du Mexique à la vitesse effrayante de 250 km/h, Carla a marqué sa route de ruines qui font de lui l'un des plus destructeurs des ouragans de tout le XXe siècle. Des villes ont été effacées de la carte, et pour tous ceux des évacués d'hier qui regagnent ce qui fut leur toit, c'est un spectacle poignant qui les attend. 31 morts dénombrés, de nombreux disparus, des dégâts matériels évalués pour l'instant à 50 milliards d'anciens francs, tel est le bilan, encore provisoire hélas, de l'ouragan Carla. Que Dakar connaisse les inondations, l'événement, s'il peut se produire, est tout de même assez rare pour qu'on le remarque. Des pluies d'une abondance inaccoutumée ont en effet provoqué dans les faubourgs de Dakar des inondations heureusement sans gravité. Mais l'on a connu dans ces quartiers les scènes typiques d'un monde envahi par l'eau. Cases inondées, routes coupées, voitures transformées en barques à moteur, le cortège traditionnel de l'inondation sous tous les climats. Rien de tragique, heureusement. Ce concours de pompiers n'est pas un épisode de la guerre froide, bien qu'il se déroule à Voronezh et qu'il mette en scène les éteigneurs d'incendie de toutes les Russies. Tout le problème est ici un problème de vitesse, et ces équipes, qu'elles soient de Moscou, de Krasnodar, de Rostov-sur-le-Don, ont une vision assez nette de la question, qu'il s'agisse du déroulement des tuyaux ou du parcours du pompier, style parcours du combattant. Mais tout cela n'est rien en regard de l'épreuve d'ascension avec échelle mobile, voyez plutôt. À travers 3 départements les plus pauvres de France, le général de Gaulle a recherché pour la 14e fois depuis son retour au pouvoir le contact avec le peuple français. Certains parlaient de désaffection populaire, d'éloignement. Des organisations avaient lancé des mots d'ordre, recommandé l'absence ou l'abstention. Et cependant, le président de la République a retrouvé l'accueil chaleureux que lui ont fait jusqu'ici toutes les provinces. Et acclamé aussi bien à Villefranche de Rouergue qu'à Rodez, à Millau qu'à Annonay, il a pu, au cours de 20 allocutions, aussi bien sur l'avenir de l'Algérie que sur les problèmes de la transformation économique du monde moderne, faire appel à la cohésion nationale. Et cependant, ces foules dont il serrait la main, ces villes où il parlait, ces pays qu'il traversait, comptent parmi les plus déshérités. Lozère, misère, dit-on ici. D'immenses déserts de pierre, des steppes où le vent court sans obstacle, hantés seulement par des troupeaux de moutons, car le mouton trouve sa vie partout. Voilà la Lozère. Un département mais le plus abandonné. Une préfecture de 6000 habitants, la plus petite de France. Si petite, si lointaine que les lignes de chemin de fer l'évitent, et qu'elle n'est reliée au monde ferroviaire que par une bretelle. Et l'on comprend mieux qu'il n'y ait ici que 16 habitants au kilomètre carré, quand la moyenne en France est de 78. Un pays qui meurt,
ou plutôt où l'on ne peut pas vivre. Trop pauvre, trop perdu. Et c'est pourquoi tous les ans 3000 Lozériens vont chercher fortune ailleurs. Et c'est pourquoi chaque année des villages disparaissent, pierre par pierre, après avoir disparu homme par homme. Et qui garde encore sur le mont Lozère le village de Belcorta? Des morts. Au village de l'hôpital, plus de vivants que les 3 Perqueuls, qui sont chaque année bloqués 6 mois par l'hiver. Car l'hiver ici est terrible. Le vent du Causse est si violent qu'il érode même les roches. Il a rongé le granit où la mémoire populaire inscrivit les noms des 2 filles du Perron, mortes perdues dans la tempête. Parfois, dans cette solitude désolée, une lueur miséricordieuse, un village qui se refuse à mourir. Et ce spectacle semble étonnant d'enfants qui dévalent les rues vers l'école en côtoyant d'autres bestiaux que des moutons et de lavandières qui bavardent sans tristesse. Mais combien rare, car la vie est dure. On vit mal sur cette terre avare. Derrière les murs épais construits pour résister à l'hiver, peu de confort et peu de joie. Les repas plantureux, on les connaît peut-être aux noces et aux fêtes. Pour l'ordinaire, c'est plutôt frugal. Et comment ne le serait-ce pas sur ce sol où la pomme de terre même grossit mal? Sur ces côtes où l'on ne récolte que des châtaignes, cette nourriture de pauvres. Dans ces vallées où la seule richesse possible était autrefois le mûrier et le ver à soie. Industrie précaire et qui n'enrichit plus son homme si jamais elle put le faire. Bien sûr, il y a des truites dans les rivières, mais la pêche dans les ruisseaux, comment serait-elle une industrie? Tout est dur, âpre, difficile. Regardez au marché de Florac ces visages marqués par le vent d'un climat sans pitié, par les travaux et les soucis d'une terre sans bonté. Tout ici a son prix et rien n'est sans valeur. Il faut pour n'importe quoi tant de courage. Tant de courage dans ce pays perdu. Alors que faire de cette Lozère? Essayer de l'humaniser, de l'améliorer, de la convertir. On a commencé, en donnant de l'eau à ce pays sec où les ruisseaux abondent. Des stations de pompage sont nées, pas encore beaucoup, mais on n'en est qu'au début. Et autour de Prades, de Blajoux, de Montbrun, la terre commence à changer d'aspect. À Hispagnac, on n'y aurait peut-être pas cru hier, il y a aujourd'hui 600 hectares de champs de fraises. À côté des prairies où le gros bétail peut vivre, des cultures nouvelles sont essayées. On pourra améliorer ces terres indigentes et, hors d'atteinte du vent terrible qui dessèche tout, qui use les derniers sols dans les cuvettes et les dépressions, on fait des essais d'ensemencement. Que fera-t-on de la Lozère? En tout cas, on ne la laissera pas mourir. Et l'homme qui n'avait hier que du courage au fond des yeux, il y a maintenant de l'espérance. Des débris calcinés, des cadavres, une trouée longue de 100 mètres à travers la forêt équatoriale, c'est la trace du drame qui a mis fin à la vie de M. Hammarskjöld. On ignore encore tout des circonstances du drame, et jusqu'à présent, les recherches des enquêteurs n'ont apporté au mystère aucun éclaircissement. Le cadavre a été transporté à l'église de Ndola en Rhodésie du Nord, où M. H avait pris avec M. Tchombe ce rendez-vous qui devait lui être funeste. Les membres du gouvernement étaient là pour saluer le corps de l'ex-secrétaire général. Présent aussi M. Tchombe, l'adversaire d'hier. Le deuil de l'ONU et le problème de la succession de M. H coïncidaient avec l'élection du nouveau président de l'Assemblée générale. Question certes plus facile à régler puisque M. Mongislim, délégué tunisien, restait seul candidat. Devant le fauteuil vide de M. Hammarskjöld, l'Assemblée, à l'unanimité des suffrages exprimés, a porté le délégué tunisien à la présidence de l'Assemblée. Mais la succession de M. Hammarskjöld, comme il était prévu, se heurte à de nombreuses difficultés qui ne paraissent pas près d'être résolues. La reprise des essais nucléaires jette sur le monde une nouvelle inquiétude. C'est ainsi qu'à Trafalgar Square, la plus belle place de Londres, s'est déroulée une nouvelle manifestation contre la reprise de ces essais. Les manifestants ayant pris leur position de combat, ce qui consistait à s'asseoir par terre, la police, 4000 agents,
n'eut plus qu'à les déloger avec un maximum de douceur et à remplir ses paniers à salade. Cette opération mena les uns et les autres jusqu'à la fin de la soirée. Il n'y eut plus la nuit venue que les résistants de la dernière heure, épars sur les trottoirs, mais toujours assis. Au milieu des problèmes internationaux, la vie quotidienne conserve ses exigences que traduit en France l'expansion économique. Qu'il s'agisse d'améliorer le niveau de vie ou simplement de satisfaire les besoins d'une population en accroissement constant, dont le quart cette année a pris le chemin de l'école, l'avenir dépend avant tout des investissements consentis et spécialement des investissements de base qui visent à la production de fonte et d'acier, produits essentiels à tout progrès matériel. Ceci explique qu'en divers points de France, d'immenses chantiers se soient encore ouverts, comme ce magnifique ensemble sidérurgique qui s'édifie en Lorraine. Ceci explique aussi que sur le plan technique, la sidérurgie applique à l'échelle industrielle les découvertes scientifiques les plus récentes, comme l'utilisation de l'oxygène dans l'affinage de la fonte. Ceci explique enfin que 1200 milliards d'anciens francs seront dépensés d'ici 1965 pour porter la production française de l'acier à 25 millions de tonnes. Le signal de la grande revanche est donné. Après 14 ans d'attente, les Français vont enfin battre les athlètes britanniques. Avec Jocelyn Delecourt, Monsieur Sprint, ça ne va pas traîner. Il n'a pas de pitié pour les Anglais, il gagnera également le 200 mètres et le relais 4x100. Voilà comment d'un bond, on franchit 2,3 mètres. Cela suffit à Idriss pour terminer premier. Le 800 et le 1500 mètres, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Dans chacune de ces deux courses, en effet, même scénario. Dans le dernier virage, Michel Jazzy fait la nique à ses adversaires pour terminer avec aisance. La facilité actuelle de Jazzy frise l'insolence. Dans le coin des hommes forts, Allard n'a peut-être pas la beauté du disque au bol antique, il n'empêche que le disque qu'il a lancé a fait un petit vol plané de 53,90 mètres. Où va donc cet athlète si pressé? Il va se percher, si je puis dire, à 4,30 mètres du sol. Avec Michel Maquet, il faut faire attention. Pour ne pas se faire transpercer, il vaut mieux ordinairement se placer à plus de 80 mètres. C'est à peu près à cette distance qu'il envoie le javelot, 79 mètres 63 exactement. Robert Boget et le Britannique Bullivant ont couru pendant près de 29 minutes pour en arriver là. C'est bien décourageant pour Bullivant, Boget ne lui laisse aucune chance. Autrement dit, il a suffi de quelques foulées, pas toujours faciles, aux Français pour triompher des Britanniques par 113 à 99.